Bien bonsoir, voici les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, ce sexagénaire qui s'extirpe in extremis des mains de la grande faucheuse Mamour Diop, un miraculé qui a survécu à 3 coups de couteau dans le dos. Le suspect est entre les mains de la police. Les faits se sont déroulés à Guinaw Rail Nord. Médina Salam, c'est dans la région de Louga, les zones touchées par les inondations sous la psychose d'une épidémie qui proviendrait des eaux stagnantes. Et puis, dans ce chapitre toujours, les sinistrés quittent les écoles. Ils seront logés dans des tentes provisoirement, a précisé le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye. Et le groupe Futur Média qui a remis un chèque au ministre de l'Intérieur, plus de 126 millions de francs CFA, somme collectée en faveur des sinistrés des inondations. Le procès de Cheikh Yérim Seck renvoyé au 19 courant. Le journaliste est accusé de viol. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le miraculé de Guinaw Rail Nord, il s'agit d'un sexagénaire qui échappe de peu à la mort, Mamour Diop, qui a reçu 3 coups de couteau pendant qu'il effectuait sa prière. Le principal suspect à l'heure actuelle est entre les mains de la police. Nous y revenons dans un instant et nous parlons de la sécurité publique qui préoccupe de plus en plus au Sénégal, surtout dans la banlieue de la capitale. Le Premier ministre a abordé la question lors de sa déclaration de politique générale. En revanche, ceux qui attendaient des mesures concrètes sont restés sur leur faim. C'est un constat de Daniel Diouf. Le Premier ministre a surtout lancé un appel au mouvement sportif pour qu'il mène une lutte énergique contre toutes les formes de violence et d'incivilité. Abdoul Mbaye a par ailleurs annoncé la création de nouvelles unités de forces de défense et de sécurité, mais elles seraient plutôt destinées à prévenir les menaces liées au réseau terroriste. La forte demande sécuritaire des quartiers est passée sous silence dans la déclaration de politique générale du chef du gouvernement sénégalais. Et pourtant, les citoyens relèvent le dénuement de la police. En banlieue, les populations veulent des commissariats de police de proximité. À Niétimbar, Djeddah Thiaroye Kao, Guinaw Rail, entre autres, ils sont très peu à oser s'aventurer dehors dès la nuit tombée. Dans ces localités, comme dans d'autres, des maisons désertées par leurs propriétaires à cause des inondations deviennent des refuges de bandits. Les agressions, les crimes, les vols et autres formes de violence hantent le sommet des populations. Des meurtres en plein jour, des manifestations prématurément interrompues faute de sécurité publique. Avec les menaces des populations de se faire justice elles-mêmes, les autorités devraient inscrire la sécurité au cœur de leurs priorités. L'insécurité qui règne également en Côte d'Ivoire. Nous en parlons ce soir avec le porte-parole du RDR, parti au pouvoir. Il s'agit de Odié Thiakoré dans nos murs. La 4e vitesse du comité interministériel ouest-africain de lutte contre les stupéfiants, un atelier sous-régional, s'est tenu dans la capitale. Objectif, harmoniser les législations. Un instrument juridique a été mis en place. Il devrait justement renforcer les capacités d'intervention dans le cadre de cette lutte contre la drogue. Voici le directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Chaque année, on constate un accroissement de la consommation et du trafic du chanvre indien qu'on appelle cannabis. Mais concernant l'héroïne et la cocaïne, vraiment on constate une nette régression. Une nette régression vraiment de ces deux drogues-là, aussi bien au plan de la consommation qu'au plan du trafic. Bon, au plan institutionnel, il y aura des services centraux opérationnels qui vont maintenant contrôler la lutte dans les différents pays et ces services centraux nationaux vont collaborer entre eux. Il y aura au niveau administratif ce qu'on appelle les CILD, les comités interministériels de lutte contre la drogue, qui regroupent pratiquement tous les ministères qui se chargent donc, de ce fléau-là au plan préventif et au plan répressif. Au niveau législatif, des instruments juridiques exorbitants du droit commun ont été mis à la disposition des services de répression pour accroître justement leur capacité d'intervention sur le terrain. La rentrée des classes 2012-2013 qui écourte le séjour des sinistrés des inondations
dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, a annoncé le relogement dans des tentes. Mbaye Ndiaye qui souligne le caractère provisoire de cet hébergement. 126 262 054 francs. C'est le montant global collecté par le groupe Futur Média pour les sinistrés. Cette somme symbolise l'élan de solidarité fait par des compatriotes et autres bonnes volontés, un geste magnifié par toute l'assistance. Ce chèque donc est l'expression d'un élan de solidarité, d'un grand cœur dont nos compatriotes ont fait montre. Des Sénégalais, mais aussi des non-Sénégalais. Vous verrez dans la liste que nous vous ferons parvenir. Il faut le comprendre dans le même sens de l'humanisme, mais aussi de la teranga sénégalaise, de la solidarité sénégalaise, quel que soit tout ce qui pourrait arriver dans le cadre du jeu politique ou du jeu de position. Dans de pareilles situations, les Sénégalais et les Africains ont su souvent donc trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi nous avons été profondément marqués. Bon, je remercier le groupe Futur Média pour avoir été le déclencheur, mais également l'accompagnateur de cet élan de solidarité qui a réussi à mobiliser tous les Sénégalais, du chef de l'État à l'apprenti mécanicien. L'argent collecté par le Téléthon du groupe Futur Média servira à donner un coup de pouce au gouvernement dans le cadre d'achat de vivres et de réhabilitation d'infrastructures. Cette solidarité nationale ira pour refaire, reconditionner et réhabiliter les infrastructures qui ont été malheureusement détruites. C'est de créer les conditions d'infrastructures et de technologies à mettre en œuvre pour que les pluies, si elles reviennent l'année prochaine, auront un impact moins important. Cette somme est aujourd'hui dans les caisses du Trésor public, mais le Forum civil demande que l'argent ainsi récolté soit utilisé à bon escient. Et surtout, veiller à ce que des principes de transparence dans la gestion de tout ceci puissent être appliqués. Parce qu'il s'agit maintenant de deniers publics. Du moment où on fait un appel à des contributions citoyennes pour faire face à une cause nationale, et donc on doit s'appliquer effectivement les règles de bonne gouvernance, de transparence. Le gouvernement du Sénégal n'entend pas seulement appliquer le plan Orsec. L'année prochaine, il envisage de doter le pays de paratonnerres pour réduire les incidents des foudres qui, chaque année, tuent 15 personnes au Sénégal. Vous venez donc plutôt de suivre cette remise de chèque du groupe Futur Média, une somme de 126 262 054 francs CFA. Pour être plus précis, le montant collecté en faveur justement des sinistrés des inondations, c'est le directeur général de GFM qui a conduit cette délégation et c'est justement en marge de cette remise de chèque que le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, a annoncé justement cette nouvelle, le relogement des sinistrés dans des tentes. Ils vont devoir quitter les établissements scolaires, c'est à cause de la rentrée imminente des classes. Écoutez-le. La plupart des personnes sinistrées sont logées dans les écoles, les établissements scolaires. Et l'école va ouvrir ses portes, semble-t-il, au mois d'octobre. Et donc, le plan Orsec est en train de s'équiper pour pouvoir faire face aux conditions de relogement de ces personnes sinistrées. Il y a des tentes dont nous disposons déjà au niveau de la protection civile. Mais nous sommes en train d'acquérir d'autres tentes de qualité supérieure pour pouvoir loger ces familles-là le temps qu'elles puissent retrouver le bien-être chez elles. Donc tout ce qu'on fait pour les reloger tombe dans le provisoire. Et donc oui, c'est du provisoire. Le procès de Cheikh Yérim Seck renvoyé au 19 septembre prochain. Le journaliste est accusé de viol, renvoi à cause de l'absence de la partie civile, nous dit Louise Sarr qui a recueilli les propos d'un de ses avocats. Écoutez. L'audience d'aujourd'hui a été renvoyée d'office par le tribunal parce que tout simplement il y a des témoins qui sont dans le dossier, qui vont témoigner à l'enquête préliminaire et qui n'ont pas été présents aujourd'hui à l'audience. Pour cette raison-là et pour des contraintes liées à la manifestation de la vérité, le tribunal a estimé devoir renvoyer cette affaire au mercredi prochain.
C'est l'unique motif du renvoi, mais il est évident que tous les avocats étaient prêts pour plaider cette affaire, bien évidemment. Dans la disposition du code de procédure pénale, une partie civile n'est pas obligatoirement présente à l'audience. Bien évidemment, en pareille occurrence, c'est elle qui est la principale accusatrice. Si elle est absente, le tribunal en tirera les conséquences et les avocats de la défense aussi en tireront les conséquences. C'est tout, mais sa présence n'est pas obligatoire. Les nouveaux sous-lieutenants de la gendarmerie nationale ont reçu leurs épaulettes ce matin. Il s'agit donc de la 4e promotion dont le parrain est le général Wali Faye. La caserne Mambouna Mafala a accueilli cette cérémonie. Youssouf Baro et Dado Sow étaient sur place. La fanfare a retenti à la caserne Mambouna Mafal lors de la remise des épaulettes aux élèves officiers de la gendarmerie. Après 2 années de formation, ces élèves de la 4e promotion viennent d'être promus au grade de sous-lieutenant de la gendarmerie nationale. Une cérémonie dans la sobriété, mais aussi pleine d'émotions. Sous-lieutenant Amokodou Faye, promotion générale de corps d'armée Wali Faye. Mes devoirs, monsieur le ministre. Félicitations, bon courage. Sous-lieutenant Elhaj Mamoudam, promotion générale de corps d'armée Wali Faye. Mes devoirs, mon général. L'ombre du parrain de la promotion, le général Wali Faye, a plané hier sur l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Un parrain cité en exemple et dont les mérites n'ont cessé d'être vantés. C'est l'occasion de rendre hommage à votre illustre parrain en évoquant son admirable parcours qui a marqué sa longue carrière d'officier. Je vous invite solennellement à vous inspirer de ses qualités humaines et militaires. Ainsi, vous ferez honneur à votre pays, comme il a eu à le faire tout au long de sa présence sous le drapeau. Le général de corps d'armée Wali Faye était un officier émérite, à la limite hors du commun. Après la revue des troupes par le ministre des Forces armées et les généraux, c'est le moment de déposer une gerbe de fleurs au monument des morts de la gendarmerie. Des recommandations ont également été faites aux nouveaux sous-lieutenants, une manière de les préparer à l'exercice de leur profession. Je vous ferai 3 recommandations. La première est de cultiver sans cesse une solide compétence arrimée sur une éthique ferme. Sans éthique, le chef s'expose et expose son institution. La deuxième recommandation est de respecter scrupuleusement les lois et règlements. La dernière recommandation est de vous inviter à faire preuve tout au long de votre carrière d'enthousiasme et de désintéressement. La barrette sur les épaules, les tout nouveaux officiers ont défilé devant la tribune des officiels. Une promotion de 14 éléments, essentiellement issus de la gendarmerie nationale. Je vous en parlais en début d'édition, ce miraculé de Guinaw Rail Nord, un sexagénaire qui échappe de très peu à la mort. Mamour Diop qui a reçu 3 coups de couteau pendant qu'il effectuait sa prière. Le principal suspect à l'heure actuelle est entre les mains de la police. C'est un sujet de Atanarba et Alpha Ousmane Ndiaye. La recrudescence des agressions constitue un problème crucial au niveau de la banlieue. À Pikine Guinaw Rail, un homme d'une soixantaine d'années répondant au nom de Mamour Diop a été poignardé avec 3 coups de couteau dans le dos au moment de la prière du crépuscule. La victime, Mamour Diop, revient ici sur les circonstances de l'agression. Il m'a trouvé en train de prier. Quand on prie, on ne se retourne pas. Durant ma prière, il m'a donné 3 coups de couteau. Après, je l'ai terrassé et la foule est venue. C'est pour mettre fin à ce genre d'agression que le régime a été changé. Nous allons maintenant voir si ce nouveau régime va s'atteler aux questions de sécurité. La police de Thiaroye a arrêté le malfaiteur et a retrouvé de la drogue à sa possession. Ici à Guinaw Rail, il n'y a pas de sécurité. Nous demandons aux autorités de bien veiller sur nous, car c'est trop dangereux. Tous les agresseurs sont venus ici et à chaque fois on est peur de sortir. Au crépuscule, personne ne voudra pas sortir. Les populations lancent un appel aux autorités pour plus de sécurité dans cette zone réputée dangereuse. Alpha Ousmane Ndiaye, stagiaire. Nous poursuivons cette édition avec le ministère de la Famille et l'institution africaine de finances islamiques qui accompagne une vingtaine de femmes sénégalaises dans la lutte contre la pauvreté. Une formation a été organisée autour de l'accès au système de financement classique. Le coordonnateur avec Fatou Bintou Konté.
Nous avons organisé, sous instruction de Madame le ministre, un séminaire sur la microfinance islamique. Comme vous le savez, aujourd'hui, à travers le monde, la microfinance commence à avoir, à faire une envolée vraiment importante. Et à ce sujet, nous avons estimé nécessaire, au profit de nos institutions de microfinance, de les informer et de les former autour des produits de la microfinance islamique. Vous savez, la microfinance islamique, la finance islamique en général est caractérisée par d'abord l'éthique. Elle est socialement responsable. C'est une finance basée principalement sur le Coran et les hadiths. Donc on imagine à partir de cela que c'est une finance d'abord qui est une finance équitable, qui ne cherche pas à faire profiter l'un au détriment de l'autre. Et comme vous le savez, la microfinance généralement a pour objectif majeur de lutter contre la pauvreté et de pouvoir intégrer ceux qui sont exclus normalement du système financier classique. Donc les plus pauvres parmi nous, donc pour notre ministère, principalement les femmes. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Handball pour ouvrir cette page des sports. Les Lions de moins de 20 ans du hand préparent le Challenge Trophy. Ce tournoi regroupe les 8 pays de la zone 2 à Dakar du 23 au 29 septembre. Reportage Abdouaziz Ndiaye, Ababakar Kamara. Le temps est donné pour l'équipe masculine du Sénégal de handball des moins de 20 ans. Les Lionceaux s'engagent déjà à relever le défi du Challenge Trophy, regroupant toutes les grandes formations de la zone 2. Dans l'ensemble, on a eu à faire 3 ou 4 matchs d'entraînement, donc pour l'instant ça va. On a eu à faire 3 matchs d'entraînement, un match contre les expatriés. Les expatriés sont les Sénégalais qui jouent à l'étranger. La plupart c'est des seniors et ce sont des joueurs de l'Union nationale. On a eu à faire avec 2 matchs et aussi 2 matchs avec l'association sportive des forces armées. Donc ils sont en préparation pour la Coupe d'Afrique. Donc c'était un match qui nous a permis de huiler un peu le groupe, surtout sur le plan tactique et technique. Mais dans l'ensemble, ça va. La direction technique nationale a aussi joué son rôle pour accompagner l'équipe nationale. Le ministère nous prend en charge surtout pour la partie liée aux équipements. Il y a aussi une partie liée au regroupement des équipes nationales. Je crois que le ministère est en train de travailler là-dessus et que d'ici demain, en tout cas, nous serons en regroupement, soit à Thiès ou ici à Dakar. Du côté de l'organisation, les conditions sont réunies pour la réussite de l'événement. Chérif Ndiaye, qui est responsable de cette situation-là, je crois que lui, en tout cas, il nous a confirmé que la Fédération internationale a déjà envoyé tous les frais inhérents au transport des pays qui doivent venir à Dakar. Le Challenge Trophy va se tenir du 23 au 29 septembre. Le Sénégal jouera toutes ses cartes dans cette compétition pour décrocher une place qualificative au prochain championnat d'Afrique. Après le hand, on passe à l'UASU, le sport scolaire et universitaire. L'UASU qui a passé une saison quasi blanche cette année. Les élections tenues cette année donc, mais aussi des grèves dans les établissements expliquent cette situation. Léopold Germain Senghor, le secrétaire général de l'UASU, annonce que la conséquence, c'est la perte de l'organisation des Jeux africains universitaires prévus à Dakar ce mois, délocalisé finalement à Windhoek en Namibie. L'UASU a connu des difficultés, notamment des difficultés qui sont liées à la situation politique, parce que nous avions en face de nous deux élections notamment présidentielles et législatives. Donc, et comme vous avez dû vous en rendre compte, il y avait eu des grèves dans les établissements scolaires et universitaires. Donc, il était très difficile, voire indécent, d'organiser des compétitions dans ce cadre-là. Au-delà de tout ça, le Sénégal devait accueillir les Jeux universitaires africains en septembre, et cette compétition n'a pas pu se tenir pour les raisons évoquées tantôt. Et le comité exécutif de la Fédération africaine du sport universitaire vient de décider que ces Jeux seraient transférés à Windhoek, c'est-à-dire en Namibie, pour le mois de décembre. On passe au football. Les arbitres de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'AS Pikine et Niary Tally, samedi au stade Demba Diop. Ces arbitres sont connus. La commission centrale des arbitres, CCA, a désigné Badara Diatta
qui sera assisté de Djibril Kamara et Eladj Malik Samba. Le 4e arbitre est Cheikh Tidiane Seck. Où nous recevons dans un instant le porte-parole du Rassemblement des Républicains, le RDR, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Odié Thiakoré avec nous sur ce plateau. Monsieur Thiakoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alifa. Alors, merci d'être avec nous ce soir et nous parlons justement de la Côte d'Ivoire, principalement de ce froid qui frappe justement le dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer à votre avis? Il n'y a pas de froid, Monsieur Alifa. Le dialogue a été amorcé depuis longtemps, depuis l'élection du président Alassane Ouattara avec l'opposition. Une commission nationale de dialogue, vérité et réconciliation a été mise en place, qui travaille. Oui. Ensuite, au niveau gouvernemental, une plateforme avec les partis politiques a été créée, dirigée par le Premier ministre M. Jeannot Ahoussou, qui parle avec les partis politiques. Et toutes ces mesures initiées par le président de la République font que le dialogue est permanent en Côte d'Ivoire. Et je crois que les partis politiques proches de l'ancien président aujourd'hui viennent de reconnaître que le dialogue est primordial. Et donc je crois qu'en même temps qu'ils s'inscrivent, ils veulent qu'on aille encore plus loin. C'est donc à saluer. Il n'y a donc pas de foi. Il y a plutôt... Vous dites que le dialogue est permanent, oui. Donc il y a les instruments pour, il y a les outils pour. En revanche, il n'y a pas justement d'assemblée autour d'une table des deux partis concrètement, puisque là, il y a l'appel de 5 formations politiques proches de Gbagbo qui attendent encore cette oreille attentive. Non, je crois plutôt qu'ils parlent plutôt de... D'abord, dans ce qu'ils ont dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais surtout, ils renoncent, ils ne s'associent pas à toutes les velléités de déstabilisation, de violence prônées par l'ancien parti avec lesquels ils étaient associés. Au contraire, ils sont dans une opposition constructive républicaine. Et je crois que c'est ce que nous saluons au niveau du RDR. Maintenant, c'est normal qu'ils souhaitent que le dialogue se poursuive, qu'on aille beaucoup plus loin. Et je crois que, en tout cas au niveau du RDR, nous y sommes ouverts. Et nous constatons que le gouvernement et que le président de la République aussi, qui dès le premier jour a lancé l'appel au dialogue, a lancé l'appel à la réconciliation. Et donc, nous faisons tous acteurs politiques suivre, n'est-ce pas, cette route tracée par monsieur le président de la République. Alors, lancer cet appel au dialogue, c'est une chose, mais accéder aux exigences de l'opposition, c'en est une autre. Et c'est ce qui permet justement un réel dialogue. Oui, mais je pense que d'abord, il faut que l'opposition participe à la vie politique en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu des élections auxquelles ils ont été conviés, beaucoup n'ont pas voulu participer. Oui. Il y a d'autres élections, nous espérons qu'ils y participeront. La commission de réconciliation a amorcé encore une reprise du dialogue avec les partis politiques auxquels nous participons. Nous espérons que... sans fait de surenchère, tous les partis y participeront, parce qu'en réalité, c'est dont il est question. Oui. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert, se présente unie aux yeux non seulement du monde, de l'Afrique, mais au niveau de ses enfants, qui sont dispersés, tant par rapport à leur pensée de construction de cette nation, de ces jeunes qui sont désemparés, parce que pendant près de 10 ans, ils n'ont pas eu d'emploi. Aujourd'hui, chacun aspire à un mieux-être. Et seule l'union, seule l'unité peut nous permettre de réussir. Et cela, c'est le vœu permanent du chef de l'État qui travaille sans relâche. Alors, aujourd'hui, quelles sont les exigences de l'opposition que vous n'approuvez pas et du coup, qui font forcément traîner les choses? Bon, certains auraient voulu qu'il y ait de l'impunité en Côte d'Ivoire. Alors que... on peut se réconcilier. Et nous, au RDR, nous sommes pour la réconciliation. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus clair? Le FPI, l'ancien parti au pouvoir, estime qu'il faut libérer ses membres qui sont en prison, estime qu'il ne faut juger personne, ils n'ont commis aucun crime, ils sont blancs comme neige, alors que je vous rappelle que cette crise post-électorale a fait au moins 3000 morts. Vous ne craignez pas que cela devienne du coup un dialogue de sourds, puisque pendant que vous parlez d'impunité, eux, ils peuvent parler de prisonniers politiques?
Oui, mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur de ce que la justice fasse son travail. Nous croyons que dès l'instant où la justice est au travail, on ne parle pas des prisonniers politiques. On parle de responsables qui assument les actes qu'ils ont posés. En France, M. Dominique de Villepin, aujourd'hui, est en garde à vue. Personne n'écrit au scandale. Aujourd'hui, au Sénégal, les anciens responsables du PDS sont interrogés. Il y a des audits, ils sont mis en... Après, ce n'est pas trop la même histoire. Hein. Oui, mais je veux dire que quand on est dirigeant, quand on a été responsable, forcément on rend compte. Surtout quand, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons vécu une page très sombre. Oui. Alors, c'est normal que la justice fasse son travail, qu'on ne nous demande pas de libérer des gens qui ont été responsables, qui ont posé des actes, qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, qui ont commis des crimes économiques. Non. Ce serait dans le cadre du pardon, de la réconciliation nationale. Non, le pardon peut venir après la justice. Oui. Et nous pensons que s'il n'y a pas de justice, il y aura de la vengeance. Et c'est pour cela que Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il était important pour tous les Ivoiriens de quitter le chemin de la violence. Qu'il était important que les hommes politiques s'engagent dans la voie républicaine, et surtout au niveau de l'opposition, qui est une opposition constructive et républicaine, qui critique le gouvernement, qui fasse ce que tout le monde fait dans tous les pays du monde. Oui. Mais il n'est pas question que dans la culture ivoirienne, l'impunité soit érigée en règle d'exception et que les hommes politiques puissent faire ce qu'ils veulent. Non. Nous avons des institutions fortes à créer sous l'égide du président de la République et je crois qu'au niveau du RDR, nous appuyons fermement et fortement Monsieur le Président de la République sur cette question. Alors aujourd'hui, il est beaucoup question de la santé de l'ancien président encore en détention. Est-ce que justement ces détentions-là facilitent les choses? Bon, je pense qu'il est vivant, c'est déjà quelque chose, parce que Monsieur le Président Robert Gueye a été tué. Nous pensons que la justice fait son travail. Il aurait mérité de mourir plutôt? Non, je veux dire que quand quelqu'un est en prison et qu'il est vivant, il faut se réjouir du fait qu'il soit vivant. Parce que nous avons vécu des cas en Côte d'Ivoire où des anciens chefs d'État ont été tués. Sans que maintenant les procès vont commencer. Il y a une plainte qui a été déposée. Ouais. Je veux donc dire que l'ancien président est en prison. Apparemment, selon ce que vous dites, selon ce qu'on entend, il serait malade. Mais bon, nous espérons que ça n'entravera pas la recherche de la vérité et que les victimes de tous ces crimes, de tous ces massacres-là pourront obtenir justice. Alors aujourd'hui, il y a également une autre difficulté, c'est l'insécurité, il y a même des attaques de casernes. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui le parti au pouvoir, ou plutôt les nouvelles autorités ivoiriennes, appréhendent cette insécurité? Je crois que simplement qu'il y a eu, c'est vrai, des escarmouches, mais ça entre dans l'ordre normal des choses. Après une période aussi sombre que celle que je viens de décrire, que vous connaissez d'ailleurs, il y a encore quelques velléités, n'est-ce pas, de stabiliser ou bien alors de... Mais ce qui est important, c'est que globalement, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. N'oubliez pas que nous avions promis 10 ans de guerre civile, qu'on a distribué des armes, des gens distribuaient des armes à leurs partisans, à leur FPI, par exemple. Aujourd'hui, la paix est revenue. Il y a certains qui sont nostalgiques d'un passé révolu, qui croient qu'ils peuvent freiner le processus démocratique et qu'un président élu au suffrage universel peut être renversé par quelques personnes sans ambition. Mais ce n'est plus possible. Le peuple de Côte d'Ivoire a suffisamment souffert et nous ne laisserons personne freiner, n'est-ce pas, notre évolution. Oui, justement, dans le cadre de cette évolution, quels sont les axes, les principaux axes du programme de développement, justement, de Alassane Dramane Ouattara? Merci. Au niveau du RDR, nous avons mis en place, au moment de la campagne, un programme que nous avons intitulé Vivre ensemble. Oui. Aujourd'hui, dans le cadre gouvernemental, il a été décliné dans le cadre du programme national de développement, un outil stratégique qui s'étale de 2011 à 2015 pour au moins 12 000 milliards de francs CFA. Et ce programme-là, on peut le décliner en 3 axes. L'axe de l'éléphant qui se réveille, le réveil de l'éléphant, qui a été déjà fait. Oui. Le réveil de l'éléphant, Monsieur le Président de la République a repositionné la Côte d'Ivoire sur le plan international, au point où nous avons pu obtenir le PPTE, qui nous permet donc d'avoir suffisamment de ressources pour mettre en place le programme, au point où ses pairs de la CEDEAO l'ont désigné comme président en exercice juste un an après son élection. Donc, pour dire que l'éléphant
s'est réveillé. Oui. Nous abordons à partir de cette année et jusqu'en 2015 la marche de l'éléphant pour mettre en place les structures de la nouvelle Côte d'Ivoire. Oui. Et à partir de 2015, c'est maintenant l'émergence, la Côte d'Ivoire deviendra un pays émergent parce que nous aurons réussi notre objectif, faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne. Le réveil de l'éléphant, la marche de l'éléphant. Et l'éléphant, triomphant, glorieux. Odje Tchakoré, il est le porte-parole du Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.